Madame la chef de cabinet du ministre des Affaires sociales, Madame Myriam Fetière, Madame la directrice du ministère des Affaires sociales, Marie-Hérole Michel, Monsieur le directeur de la main-d'œuvre, Monsieur Guillorel André, Madame la directrice de l'IBERS, Madame Gentille Vildrouin, Monsieur le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Monsieur Gérard Joseph, Mesdames, Messieurs, les directeurs, directrices et cadres de l'administration publique, distingués invités, employés, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, les amis de la presse, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui à l'hôtel Caribé pour être à la fois acteurs et grands témoins du lancement officiel de 2 grands projets implémentés par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Je cite le projet d'appui au renforcement de capacités institutionnelles des centres de formation professionnelle et à l'amélioration de la compétence de la main-d'œuvre, et le projet de restructuration de l'administration centrale et départementale du ministère des Affaires sociales et du Travail. Je dois vous dire que s'inscrivant dans une dynamique pérenne, chaque projet est porteur d'espoir et s'apparente à un souffle nouveau dans l'amélioration des conditions de vie de la population et au renforcement des capacités de service du ministère des Affaires sociales et des centres professionnels. Voilà, aujourd'hui, on est là pour lancer ce projet et je vous demanderai de vous applaudir, d'être là, de prendre partie à cet événement. Pour les propos de bienvenue, on accueille Monsieur Maître Siméon Jean-Nerva, qui est coordonnateur adjoint des salaires. Et c'est sous vos applaudissements qu'il va intervenir. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Madame la directrice générale du MAS, Madame la directrice générale de l'IBES, Monsieur, Madame le représentant du CAOS, Monsieur le directeur, directrice, coordonnateur, coordonnatrice du ministère des Affaires sociales et du Travail, Monsieur, Madame, les chefs de service cadres du MAS, distingués invités. C'est avec une extensible joie que nous vous appelons ici ce matin dans le cadre d'une kyrielle de projets initié par Monsieur le ministre Georges Wilbert Franck depuis son arrivée à la tête du ministère des Affaires sociales et du Travail. Tout récemment, il y a 2 grands projets qui ont été initiés. Le premier projet récemment, c'est le projet visant le renforcement des capacités de la CAS. Et avant ce projet, il y avait un projet qui vise la restructuration ou bien un appui aux artisans. Donc, je pense que ce sont 2 projets portants d'espoir. C'est dans cette lignée que ce matin, nous allons lancer un nouveau projet intitulé Programme d'appui au renforcement des capacités institutionnelles des centres de formation professionnelle et l'amélioration de l'enseignement professionnel. C'est dans cet ordre d'idée que le ministère des Affaires sociales et du Travail, via la direction de la main-d'œuvre, vous accueille ce matin et vous souhaite la bienvenue dans le cadre du lancement officiel de ce dit projet. Merci.
vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à applaudir. Hein? On n'est pas sans savoir que la crise humanitaire sans précédent que nous connaissons dans le pays a fortement bousculé pas mal de structures sociales. Aussi les conflits internes qui nous frappent un peu partout dans les 10 départements géographiques du pays. C'est un peu compliqué, notamment dans les villes comme Port-au-Prince, Gonaïves et ailleurs. Alors, un projet pareil s'avère important et judicieux, même ambitieux, voire novateur. J'inviterai la directrice générale du MAS à nous entretenir sur le contexte. Comment ils ont pu parvenir à cela, à ce projet. Comment ces projets arrivent-ils et quels sont les grands axes et quel contexte, quelle justification. Et c'est sous vos applaudissements qu'on reçoit chaleureusement Madame la directrice générale du ministère, Madame Marie-Yvonne Michel. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État du BCF, Monsieur le représentant du Conseil d'administration des organes de sécurité sociale, Madame la directrice de cabinet, Madame la directrice générale de l'IBERS, Monsieur le directeur de la main-d'œuvre, les cadres du MAST, Monsieur, Mesdames les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs les invités. La Direction générale du ministère des Affaires sociales et du Travail vous accueille avec plaisir ce jeudi 11 septembre 2025 à l'occasion de la présentation au public de 2 projets innovants qui s'inscrivent dans la dynamique de modernisation de l'État haïtien et dans une approche de la protection sociale. Ces projets, soutenus par le gouvernement de la République et portés par le ministre des Affaires sociales et du Travail, traduisent la volonté d'apporter des réponses concrètes et durables aux défis socio-économiques de notre temps. Dans un contexte marqué par des mutations profondes, il est impératif de repenser les cadres juridiques et administratifs régissant les politiques en matière de travail. L'actuelle loi organique du ministère, obsolète et inadaptée aux réalités, nécessite une réforme en profondeur. Dans cette optique, le projet de réforme du ministère des Affaires sociales et du Travail vise à permettre au MAS de mieux assumer sa mission régalienne de protection sociale et de régulation des relations de travail, mettre à jour et renforcer la loi organique du ministère en l'alignant avec les nombreuses conventions internationales du travail ratifiées par Haïti. Élargir la couverture de protection sociale et répondre aux exigences actuelles du marché du travail. Moderniser les structures administratives du MAST en intégrant les avancées technologiques pour une gestion efficace des données et des services. Nous saluons aussi la présence du directeur général de l'ONA dans la salle. Rationaliser les ressources humaines
avec un accent particulier sur la qualité de la formation continue du personnel. Ce processus de modernisation du MAST vise des composantes juridiques, administratives et technologiques par la mise à jour de la loi organique et tenant compte des besoins actuels, l'élaboration de textes de loi sur l'assurance chômage, le renforcement institutionnel avec des outils modernes de gestion administrative et une stratégie de décentralisation des services. L'investissement dans le capital humain par le biais de programmes de formation continue du personnel. L'autre projet est porté par la direction de la main-d'œuvre, qui vise à mettre en œuvre un programme d'appui au renforcement des capacités des centres de formation professionnelle ainsi qu'à améliorer la qualité de l'enseignement technique. Ce projet figure parmi les priorités du gouvernement en réponse à la dégradation de la situation des jeunes, surtout ceux et celles issus des quartiers défavorisés du pays. Il répond à deux objectifs du développement durable, tels accès à une éducation de qualité et à la promotion d'un travail décent. En nous bail jeunes yo métier, ça capable permettre yo occuper temps yo et puis devant pour yo joindre travail, pour yo faire, pour yo pas tomber dans une série de mauvaises actions que yo y. Faut gagner un ola qui mettait dans ça. Ce projet qui met en exergue les centres professionnels publics et privés et principalement les jeunes en situation de vulnérabilité et ou en conflit avec la loi, positionne la direction de la main-d'œuvre au centre de la stratégie nationale de développement des compétences professionnelles et de promotion de l'emploi décent. Mesdames, Messieurs les invités, je vous invite à porter une attention particulière à la présentation de ces deux projets. Je vous dis que cette journée soit riche en perspectives prometteuses. Bonne participation à toutes et à tous. Merci. Alors, on reçoit M. Constant Jerry dans la présentation du projet. Il est là. Et voilà, il se lève. C'est sous vos applaudissements qu'il va intervenir. Merci beaucoup. Ah, nous battons de nous. Il faut nous applaudir. Merci. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le secrétaire d'État du BCF, Madame la directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, alors de l'ONA, précision, Madame la directrice générale de l'IBERS, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités, d'abord, permettez-nous de présenter nos sincères remerciements, respectivement envers le ministre et la directrice générale du MAS pour vos soutiens et les approches de travail innovantes initiées aux 10 ministères depuis vos prises de fonction. Ces innovations se fondent sur la modernisation et la redynamisation des structures administratives du MAS. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est avec un réel plaisir que je vais vous présenter ce projet, à savoir la mise en place d'un programme d'appui au centre de formation professionnelle et à l'amélioration de l'enseignement professionnel.
il convient de souligner que le choix de ce projet n'est pas accidentel. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, nous allons passer en revue le cadre institutionnel, légal et la mise en contexte d'élaboration de ce projet. En ce qui concerne ce cadre, il y a la loi organique portant organisation du ministère des Affaires sociales et du Travail, en son article 1, qui donne attribution au MAS de déterminer, de définir la politique sociale du gouvernement, tant dans les zones urbaines que rurales. Il faut mentionner également les décrets relatifs à la formulation et la gestion des programmes d'investissement public édictés par le ministère de la Planification et de la Coopération externe. Ensuite, depuis 2020, le MAS a adopté une politique nationale de protection sociale, articulée en plusieurs axes. Et ce projet a un lien avec l'axe 2, où la question de l'emploi, employabilité, les mécanismes liés à la gratuité, quasi-gratuité des services de formation professionnelle et de certification de compétences des jeunes. Il y a également des mécanismes liés au dispositif d'insertion professionnelle, de définition des programmes de stage obligatoires pour des jeunes finissant à l'université et aux écoles professionnelles et techniques. Cette direction qui va mettre en œuvre ce projet comprend 4 services. Le service d'orientation professionnelle, le service de la formation professionnelle, le service d'éducation ouvrière et le service de placement et immigration des travailleurs. En ce qui concerne ce projet, de par la loi organique qui attribue un ensemble de missions à la direction de la main-d'œuvre, eh bien, lorsqu'on regarde les liens, eh bien, cette direction elle est chargée de promouvoir la formation professionnelle en inculquant des connaissances techniques indispensables à tout travailleur, offrir des services d'intermédiation, donc jouer le rôle de pont entre les demandeurs et les offreurs d'emploi, et la promotion des programmes de stage pour des jeunes diplômés des écoles professionnelles universitaires. Maintenant, parlons un peu de la mise en contexte d'élaboration de ce projet. Nous savons tous que durant ces dernières décennies, la situation socio-économique, les conditions de vie de la population, en particulier des jeunes, se sont gravement détériorées. Tous les indicateurs sont en rouge. On prend par exemple le taux de chômage des jeunes qui dépasse 50%. Donc, une situation qui est aggravée par ce manque de passerelle entre le monde académique, de formation et les entreprises. On pourrait appeler le tissu productif. La faible capacité, et en pourquoi cette crise, la faible capacité des centres d'accueil ou bien des centres de formation enrôlés dans la direction de la main-d'œuvre. Et du coup, cette crise multiforme que connaît le pays a pour impact également une diminution du taux de fréquentation des étudiants dans ces centres de formation. Il y a également ce manque criant de matériel pédagogique, technologique moderne au niveau des centres. Le personnel éducatif, administratif au niveau des centres de formation est suffisamment formé. Absence de procédures, d'outils de gestion modernes au niveau de la direction de la main-d'œuvre pour piloter non seulement les programmes de formation professionnelle, pour superviser, pour encadrer les centres de formation professionnelle. Un personnel avec un faible capital humain et dont le projet va pouvoir renforcer les capacités managériales professionnelles. Des méthodes de certification de compétences délivrées par la direction de la main-d'œuvre qui ne collent pas
à la réalité actuelle. En réponse à ces différents constats, ces différents gaps, donc il a été décidé d'élaborer ce dit projet et la direction qui s'en charge généralement pour accompagner les directions techniques du MAS, c'est l'UEP, Unité d'études et de programmation. Dans ce projet, c'est la direction de la main-d'œuvre, dont le directeur qui va piloter, qui va coordonner le projet, donc en matière de structure organisationnelle. Le ministère en charge, c'est le ministère des Affaires sociales et du Travail. La durée s'étend sur 4 ans, avec un coût estimé à 587 500 000 gouttes. Et une portée nationale. Donc c'est un projet qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire. L'objectif général de ce projet, c'est de contribuer au renforcement des capacités techniques et managériales des centres de formation à la fois publics et privés, renforcer les capacités de coordination et de gestion de la direction de la main-d'œuvre afin qu'elle puisse remplir de manière idoine son mandat institutionnel de promotion, d'évaluation de l'enseignement technico-professionnel et également d'intermédiation du travail. Améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans ces centres de formation. Faciliter du coup l'accès à une formation professionnelle de qualité pour des jeunes issus des quartiers vulnérables à ressources limitées, dans des secteurs porteurs. Et enfin, assurer la gestion et le suivi des activités. Ce pour une bonne gouvernance de ce projet et pour sa pérennisation. Comme cadre de résultat de ce projet, on a de multiples activités qui nous permettent d'atteindre les objectifs fixés. On a cette campagne de communication, de sensibilisation autour de ce projet. Généralement, on reproche aux structures publiques ce manque de communication, de diffusion. Donc, à travers ce projet, il y a toute une stratégie de communication qui a été mise en place. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, de sensibiliser les différents acteurs sur la portée, le périmètre d'action de ce projet, les différents enjeux. Et on s'attend à ce que ce soit les responsables de centres de formation, les jeunes, le grand public, puissent être informés du déroulement de ce projet. On ne peut pas lancer ce projet sans penser à renforcer les dispositifs de gouvernance de la direction de la main-d'œuvre. Voilà pourquoi la deuxième activité, c'est la rénovation du service de la formation professionnelle et également d'autres services en cours. La rénovation porte sur le hard et le soft. Le hard, c'est la dotation de matériel technologique, informationnel. Pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, nous allons cibler au moins 100 centres de professionnels. Voilà pourquoi il y a une activité de ciblage, de conception d'outils de collecte de données et de cartographie des différentes parties prenantes. Et il est prévu également de mettre en place une base de données qui va être en lien non seulement avec la plateforme d'intermédiation du service public de l'emploi, qui fait le pont entre les demandeurs et les offreurs d'emploi, et également avec le CIMAS et tout système d'information du secteur public. On ne peut pas contribuer à l'amélioration de l'enseignement technico-professionnel en Haïti, surtout pour les centres qui sont enrôlés dans la direction de la main-d'œuvre, sans penser à redéfinir le cadrage curriculaire, redéfinir des programmes de formation, exprimer la vision. Quelle main-d'œuvre que nous voulons avoir dans 5 ans, dans 10 ans. Donc il y a une activité qui va s'en charger d'élaborer des programmes de formation pour des filières porteuses, définir ce cadre d'orientation curriculaire et ensuite former non seulement le personnel pour l'appropriation et également les différents centres de formation.
On pense également à former à travers une série de thématiques le personnel du MAS dans la direction de la main-d'œuvre, y compris le personnel des centres professionnels. On peut penser aux outils de supervision, de gestion, de manuel de procédure, de leadership, de management par résultat. On pense également aux outils de collecte de données. Parce que pour que les centres puissent être renforcés, la direction de la main-d'œuvre doit faire également des supervisions. Voilà pourquoi il est important d'outiller ses employés. Les former également sur le système d'information et les dispositifs technologiques en cours de conception au ministère des Affaires sociales. Il y a également une 6e activité qui parle de la restructuration de certains centres. Il y a des centres qui fonctionnent dans l'informalité, comment les rendre formels, comment les restructurer. Il y aura des séances de travail pour identifier les besoins et la question du renforcement de capacité de ces centres. Et pour que l'accès à une formation de qualité aux jeunes puisse être opérationnel, on pense également à fournir, en plus de l'appui technique au centre, un appui financier. C'est pour couvrir les frais de scolarité des apprenants, de transport, de restauration, au cours de ce processus. Parce que, comme on l'a dit, pour eux, la main-d'œuvre, la direction de la main-d'œuvre est là pour fournir des services d'intermédiation gratuits et des dispositifs de formation professionnelle quasi gratuits. On ne va pas former les jeunes uniquement sur des filières purement techniques. On va également renforcer les capacités techniques et commerciales, managériales de ces jeunes. Voilà pourquoi il y aura des formations en éducation financière et dans le processus de création d'entreprise. Parce qu'il est prévu, à la fin de la formation, d'encadrer ces jeunes, de les booster pour qu'ils puissent mettre en œuvre des micro-projets relatifs aux activités génératrices de revenus. Et également, il y a cette 10e activité qui s'ensuit, c'est la distribution de kits professionnels lors des cérémonies de graduation, de remise et de prix. Et pour une meilleure gouvernance de ce projet, il est prévu, ce qui a été déjà fait, d'instituer un comité de gestion du projet et également pour faciliter le rapportage, le suivi, l'évaluation, la capitalisation des connaissances et répliquer ce projet peut-être dans d'autres secteurs. Donc il y a tout un dispositif de gouvernance qui a été mis en place et qui est en cours également. Les bénéficiaires du projet, d'abord la direction de la main-d'œuvre, qui verra ses capacités managériales organisationnelles renforcées, les centres de formation professionnelle, publics et privés, les jeunes à ressources limitées, qui pourront suivre des formations quasi gratuites et également bénéficier du service d'intermédiation, inscrits sur la plateforme, poster leur CV, et élaborer des conventions de stage avec les entreprises pour faciliter leur insertion, du moins leur première expérience professionnelle sur le marché du travail. Et comme effet attendu du projet, il y a cette assurance, peut-être d'ici 4 ans, à ce que la direction de la main-d'œuvre puisse être au service des usagers. Nous sommes dans l'approche qualité, fournir des services publics de qualité et qui répondent également aux attentes des usagers. Des centres de formation professionnelle dotés d'équipements pédagogiques modernes, l'accroissement du capital humain, tant du personnel de la direction de la main-d'œuvre pour piloter, pour encadrer les centres, pour faire la gestion également académique, y compris du personnel administratif et enseignant de ces centres ciblés. La création d'un bon nombre d'ateliers, donc qui est un dispositif pérenne, donc c'est l'un des dispositifs pérennes
qui vise l'autonomisation économique des jeunes à travers la création d'un ensemble d'ateliers qui sont identifiés et lors du cours sur l'éducation financière, sur l'entrepreneuriat. Et ce dispositif pérenne aura pour effet positif la réduction du taux de délinquance juvénile, la réduction de la violence communautaire, tant à Port-au-Prince et dans d'autres zones ciblées par le projet. Donc, mesdames, messieurs, distingués invités, j'espère que cette présentation aura éclairé mes propos et ma démarche. Donc, je vous remercie. On va applaudir la présentation, mais la vision aussi de doter les institutions de ces projets-là au bénéfice des nécessités du pays. C'est extrêmement important. Encore une fois, je vous demanderai d'applaudir fortement ce projet. On devrait essouffler un peu avec un saxophoniste. Je ne sais pas s'il est dans la salle. On dirait qu'il n'est pas là. Sinon, on va passer à la présentation du deuxième projet que l'on lance aujourd'hui, cette fois-ci avec M. Karl-Henri Joseph. M. Karl-Henri, voilà, il est là. Il est en train de faire les dernières touches techniques. Le projet est intitulé « Restructuration de l'administration centrale et départementale du ministère des Affaires sociales et du Travail ». Une autre fois encore, on applaudit M. Karl-Henri Joseph pour nous dans la présentation. Ça. Monsieur le ministre, Madame la directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail, Madame la directrice du cabinet, très chers invités, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de vous présenter l'un des projets qui cette année a été introduit dans le programme d'investissement public du ministère par le ministre lui-même et qui a été développé bien sûr par moi et un membre du cabinet de concert avec l'unité d'études et de programmation en vue d'apporter bien sûr une réponse à l'un des problèmes auxquels le ministère fait face. Auquel le ministère fait face dans ses interventions quotidiennes. Eh bien, le projet que je vais présenter aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, s'intitule « Projet de restructuration de l'administration centrale et départementale du ministère des Affaires sociales ». Okay. Eh bien, normalement, il est très important, bien entendu, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, il est très important d'expliquer comment ce projet, comment est venue l'idée du projet et comment il a pris forme, bien entendu. Bon, comme vous tous le savez déjà, le ministère des Affaires sociales, il a pour mission d'assurer, entre autres, la protection sociale des citoyens. Mais vous n'êtes pas sans savoir que, avec le temps, des enjeux, de nouveaux enjeux sont apparus et ces enjeux ont tendance bien sûr à entraver les interventions du ministère sur le terrain. Comme par exemple
Nous avons le cadre juridique du ministère des Affaires sociales qui date, bien sûr, de plusieurs décennies. Et ce qui veut dire qu'il y a un problème d'adaptation à certaines réalités actuelles. Donc, il y a certaines provisions qui manquent au ministère pour apporter, bien entendu, ces aides ou, disons, mener à bien ces interventions sur le terrain. Donc, le premier problème qui a été identifié par le ministre lors de son arrivée au ministère, c'était bien sûr un cadre juridique obsolète qui mérite d'être adapté aux enjeux sociaux et économiques du pays. Le deuxième problème qui a été identifié, bien sûr, c'est, on sait que, bien entendu, vu la situation politique et économique du pays, pas mal d'institutions publiques font face à des difficultés techniques et professionnelles qui entravent leur bon fonctionnement. Donc, un problème d'efficacité administrative ou, disons, d'inefficacité administrative a été constaté. Et pour être plus efficace, bien sûr, il fallait que le ministère apporte, disons, certaines corrections à certaines procédures ou au système de gestion de certains éléments comme le budget d'investissement, par exemple. Donc, l'un des constats, ou disons, l'un des éléments, l'un des symptômes de l'inefficacité administrative était bien sûr des retards considérables dans la mise en œuvre des programmes sociaux et manque de coordination entre services. Le troisième problème qui a été identifié, ce sont les défis technologiques. Nous savons que les méthodes utilisées de nos jours par pas mal d'institutions, tant publiques que privées, sont dépassées. Et bien entendu, pour faire face aux défis, pour être plus efficace, il est très important de s'armer de nouvelles technologies et de tous les outils que cela nécessite pour que l'on soit à même de mener les activités qui nous sont imparties au ministère des Affaires sociales. Donc, ceci étant dit, fort de ces constats-là, une fois ces problèmes étaient identifiés, on s'est dit que, normalement, le projet doit attaquer, alors, pour répondre globalement, il faut dire que pour répondre globalement à tous ces problèmes de manière profonde, ou disons de manière chirurgicale, cela nécessiterait un projet très ambitieux. Mais vu, disons, les contraintes budgétaires, on sait les contraintes budgétaires auxquelles on fait face, donc on a décidé d'attaquer certains points cruciaux et qui sont très pertinents, bien sûr, pour le ministère des Affaires sociales. Le premier point, et en ce sens, le projet, bien sûr, le projet a été élaboré sur 3 piliers principaux. Le premier pilier concerne la modernisation du cadre juridique. Eh bien, cela consiste, bien sûr, en la révision de la loi organique du MAST, non seulement en vue d'amender certains articles qui ne sont plus adaptés à la réalité, mais aussi d'ajouter certains éléments de la loi organique qui permettent, par exemple, la création d'une nouvelle structure, qui permet certaines interventions qui étaient auparavant entravées juridiquement pour le ministère, pour lesquelles il y avait des contraintes juridiques pour le ministère des Affaires sociales. Le deuxième aspect ou le deuxième axe concerne la restructuration de l'administration. Cette restructuration concerne, disons, l'aspect investissement. Parce que très souvent, les ministères ont du mal à atteindre leur objectif, à mener à bien leurs activités, parce que le volet investissement, le budget d'investissement est mal géré. Et l'une des raisons pour lesquelles cela arrive, c'est parce que les processus sont lourds, sont trop compliqués. Donc, dans le cadre de ce projet, on vise la simplification des processus. Ensuite, on vise aussi la décentralisation des services. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Très souvent, lorsqu'on pense budget d'investissement, on pense bureau central. Les ministères ont des directions départementales, mais généralement, on remarque qu'elles sont traitées en parents pauvres. Or, aujourd'hui, vu la complexité des problèmes auxquels le pays fait face, il est important, bien entendu, de penser à la départementalisation des interventions. C'est pourquoi on se dit, pourquoi il n'est pas possible
on ne peut pas avoir une direction départementale qui soit à même de soumettre une idée de projet ou d'élaborer son document de projet et d'implémenter même ce projet dans son département pour répondre, par exemple, à un problème spécifique auquel son département fait face, mais qui est, bien entendu, en ligne droite avec l'objectif stratégique ou les axes du ministère des Affaires sociales. En troisième lieu, en ce qui concerne la restructuration de l'administration, il est important, comme je l'ai mentionné tantôt, d'armer le ministère d'outils technologiques modernes qui nous permettent de simplifier, d'automatiser, bien entendu, des procédures répétitives, des procédures itératives. Il n'est pas nécessaire de perdre du temps chaque année à faire des activités qui, à 80-70%, sont répétitives et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies dont nous disposons, peuvent être simplifiées et exécutées en moins d'une heure de temps. Donc, on a jugé nécessaire, bien sûr, d'intégrer des outils, d'adopter la technologie, la nouvelle technologie de la NTIC pour armer le ministère de nouveaux outils qui nous permettra, bien sûr, de mettre en place une base de données nationale. On dit nationale parce que cela va concerner non seulement le bureau central, mais aussi toutes les directions départementales. Et cette base de données va mettre un accent important sur le budget d'investissement parce que aujourd'hui, on a des données sur le budget d'investissement qui sont un peu en vrac. Il est difficile maintenant de faire des projections ou de faire des études sur ce qui a été fait en termes d'investissement et quels sont les impacts réels sur une période de temps pour le ministère des Affaires sociales. À travers une base de données qui nous permettra non seulement de faire cela, mais aussi, cela nous permettra aussi d'accélérer certains processus de planification ou de programmation du budget d'investissement. Non seulement ceci, et aussi la reddition de comptes. L'élaboration des rapports d'activité pour qu'on puisse, l'exercice qui vient après, bien sûr, programmer rapidement de nouveaux projets ou bien programmer le budget d'investissement du ministère. Le troisième pilier, non, il y a un troisième pilier. Le troisième pilier concerne le renforcement des capacités techniques et professionnelles du ministère. Alors très souvent, on se plaint du fait que les employés des ministères ou de la majorité des institutions publiques sont démotivés et on sent que le personnel pourrait travailler à un meilleur régime, mais que les rendements ne sont pas au beau fixe. Eh bien, on s'est dit que, bien entendu, la théorie même, comme la littérature scientifique le confirme, l'un des éléments principaux de motivation du personnel ou des ressources humaines, c'est la formation. C'est la formation et aussi l'investissement dans le développement personnel du personnel du ministère des Affaires sociales. Ce qui veut dire quoi? Il y a pas mal d'employés au ministère des Affaires sociales qui disposent bien entendu d'une compétence ou d'une qualification depuis des dizaines d'années, mais qui n'ont pas encore eu la chance d'actualiser ou même d'ajouter un élément additionnel sur cette formation, ce qui pourrait permettre à cet employé de se revaloriser au sein de l'institution. Prenons par exemple le petit personnel. Je prends le petit personnel en exemple. Très souvent, on constate que les employés qui sont catégorisés comme des petits personnels au ministère, jusqu'à leur retraite, on a l'impression que ces personnes sont destinées à faire leur carrière en tant que petit personnel. Et vu la situation actuelle du pays, on sait que par exemple, il y a des personnes qui sont de la catégorie de personnel de soutien au petit personnel, qui ont un diplôme professionnel par exemple, ou qui ont bouclé leurs études académiques. Mais pourquoi, après un certain nombre d'années, cette personne ayant maîtrisé beaucoup d'éléments en ce qui concerne le rouage du ministère, pourquoi ne pas investir dans cette personne-là et permettre à cette personne de progresser dans le système? Donc ça, c'est un élément important que le projet prend en compte. Il y a aussi, dans le cadre de ce même axe, et ce que j'appelle le développement personnel des employés. Un employé peut identifier une formation, par exemple une maîtrise, qui soit en lien avec les besoins du ministère, mais ne dispose pas des moyens pour financer cette formation-là. Eh bien, ce projet disposera d'un budget qui permettra de subventionner cette formation dans la mesure où celle-ci répond aux critères nécessaires pour faire partie des bénéficiaires. Maintenant,
Tout ceci étant dit, quels seront les apports clés du projet de restructuration de l'administration centrale et départementale du ministère des Affaires sociales? Premièrement, nous aurons un cadre juridique moderne et robuste, parce que avec la révision de la loi organique, qui est déjà en cours, bien sûr, la révision de la loi organique qui est déjà en cours, et il y a déjà une proposition de loi sur l'assurance chômage, ce qui veut dire que le projet est en train de faire son petit bonhomme de chemin, mais on a lancé, même si on a lancé officiellement aujourd'hui. Donc, avec ces deux éléments clés là, pour le moment, au niveau juridique, eh bien, cela donnera au ministère les outils nécessaires pour protéger tous les travailleurs, sans exception. Ensuite, en ce qui concerne l'administration, eh bien, avec les outils technologiques, la formation du personnel et la simplification de certains processus, bien sûr, on va avoir une administration plus efficace et plus rapide de la gestion de ces activités. Donc, on va rationaliser les processus et on va digitaliser le système de gestion des projets d'investissement du ministère. Eh bien, cela permettra bien sûr de réduire considérablement les délais de traitement de ces derniers. Et on sait que les projets d'investissement concernent surtout, ils regorgent surtout les principales activités qui permettront au ministère d'être présent sur le terrain. Donc, s'il y a un retard dans l'implémentation de ces projets, donc ce sont les citoyens qui en pâtissent. Mais si ces projets passent très vite à travers le processus et sont implémentés très vite sur le terrain, eh bien sûr, le temps gagné par l'administration, c'est du temps gagné pour le citoyen bénéficiaire. Maintenant, il n'y aura plus de transparence et de redevabilité parce que, imaginons un instant que le ministre, sans même être obligé d'appeler, par exemple, bien entendu, on aura toujours des réunions avec le directeur, pas mal de directeurs, particulièrement le directeur de l'unité d'études et de programmation, qui lui en partie est responsable de gérer le budget d'investissement public du ministère. Mais certaines fois, il n'est pas nécessaire de convoquer le directeur si on a par exemple un logiciel qui synthétise les activités concernant l'état d'avancement du projet, les dépenses déjà effectuées, les goulots d'étranglement, pourquoi ce projet est en retard. Donc il y aura des interfaces qui permettront à tous les porteurs de projet, à tous les gestionnaires de projet pour fournir ces informations-là. Donc le ministre peut disposer d'une application ou le directeur de l'UEP peut disposer d'une application sur son téléphone qui lui permet d'avoir un résumé en temps réel, un résumé dynamique de tout ce qui se passe au niveau du budget d'investissement. Donc c'est en ce sens que ça apportera au ministère, bien entendu, plus de transparence et de redevabilité. Eh bien, on aura des ressources humaines renforcées, bien sûr, à travers les formations et les investissements dans le développement personnel. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, une ressource humaine ou disons des ressources humaines formées, un personnel formé est un personnel plus motivé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, comme apport clé au projet, on peut se dire qu'il y aura ça. Le projet permettra au ministère des Affaires sociales et du Travail d'avoir un meilleur rayonnement sur l'ensemble du territoire. Parce que cela rendra les directions départementales plus actives et même proactives. Donc, les structures, puisque le but est, comme le ministre l'a mentionné à plusieurs réunions, le projet, l'idée, l'objectif, c'est de s'assurer que le ministère des Affaires sociales regorge de maximum de projets d'investissement qui soient financés par le Trésor public. Et on va encourager, non seulement à travers les formations, les sensibilisations et les informations, on va encourager les directions départementales à faire des diagnostics et proposer des idées de projets qui peuvent apporter des réponses à certains problèmes auxquels elles font face ou des problèmes qu'elles constatent dans leur département. Donc, c'est en ce sens que le ministère des Affaires sociales aura un meilleur rayonnement sur tout le territoire. Maintenant, pour vous, les citoyens ici présents, quels seront les bénéfices du projet? Eh bien, une meilleure protection sociale des travailleurs, comme je l'ai dit tantôt, parce que grâce à de nouvelles lois, eh bien, les travailleurs, par exemple, les travailleurs qui, par exemple, par malheur, perdront leurs emplois, une fois
la loi sur l'assurance chômage votée, ou disons votée en Conseil des ministres ou validée en Conseil des ministres, eh bien, ces employés-là auront la garantie de pouvoir toucher une somme durant leur période de chômage en attendant de retrouver un autre emploi. Okay? Et avec la nouvelle loi organique amendée, je veux dire, eh bien, il y a 2 nouvelles structures déjà qui ont été créées au niveau du ministère des Affaires sociales pour faciliter une meilleure efficacité. Par exemple, l'unité de passation de marché dont le ministère ne disposait pas auparavant. Donc, tout ceci va permettre au ministère de l'Éducation nationale, de l'Éducation des Affaires sociales, du ministère des Affaires sociales et du Travail, désolé. Tout ceci va permettre au ministère des Affaires sociales et du Travail de fournir une meilleure protection aux travailleurs. Ensuite, l'autre bénéfice pour vous, les citoyens, c'est des délais de traitement réduits. Des délais de traitement réduits pour les projets, ou disons pour le budget d'investissement, signifie des projets validés beaucoup plus vite dans le processus et des projets implémentés sur le terrain beaucoup plus vite et de manière plus efficace. Donc, encore une fois, des bénéfices pour les citoyens en temps et lieu. Troisième bénéfice pour les citoyens, eh bien, avec une administration transparente, moderne et fiable, eh bien sûr, il y aura moins de gaspillage, moins de pertes dans les processus, que ce soit au niveau de la gestion des activités, mais aussi des dépenses réalisées au niveau de ces projets. Dernier bénéfice que l'on peut présenter ici, que l'on peut évoquer ici pour les citoyens et citoyennes, bien sûr, cela concerne une économie locale stimulée. Parce que dans le cadre du projet, il y aura des emplois qui seront créés. Parce qu'il y a des marchés déjà qui sont en cours pour recruter, que ce soit des consultants, pour recruter des formateurs et d'autres spécialistes qui permettront non seulement de mettre en place la base de données, de procéder à un diagnostic administratif qui nous permettra de voir quelles sont les forces et les faiblesses du ministère en matière de gestion du budget d'investissement et quelles sont les recommandations. Tout ceci constitueront de nouveaux emplois qui seront créés. Donc, maintenant, quelques chiffres clés et échéanciers que j'ai jugé nécessaire de présenter. La durée du projet, c'est de 2 ans, 8 mois, ce qui veut dire le projet a démarré en février 2025 et prendra fin en septembre 2027. Le budget total du projet sur cette période est de 287 millions de gouttes et ce budget est entièrement financé par le Trésor public. Nombre d'emplois à créer, déjà, on prévoit de créer 40 emplois, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il y aura des spécialistes qui seront recrutés, on aura des formateurs et il y a des firmes aussi qui seront recrutées dans le cadre de marché pour appuyer le ministère à travers ce projet. Alors pour finir, alors désolé, j'ai oublié d'enlever cette image parce que ça ne correspond pas trop. Et pour finir, je voulais dire à l'assistance que ce projet est une priorité nationale inscrite dans le plan stratégique de développement d'Haïti. Ce n'est pas juste un projet qui est écrit parce qu'on veut écrire un projet, mais le projet entre en ligne droite. D'ailleurs, c'est l'un des critères de validation du projet. Il entre en ligne droite dans les priorités du plan stratégique de développement du pays. Ensuite, comme je l'ai dit, il est entièrement financé par le Trésor public haïtien. J'insiste là-dessus, c'est une façon de vous dire que il y a cette opportunité pour les ministères parce que, alors j'avais entendu un discours du ministre dernièrement qui avait fait une remarque importante. À son arrivée au ministère des Affaires sociales, il y avait un seul projet, mais qui était globalement financé par le FMI. Maintenant, le ministère des Affaires sociales dispose de plus de 5 projets financés par le Trésor public. Okay? Parce que il y a possibilité de concevoir des projets financés par le Trésor public et qui apportent des changements majeurs dans non seulement, le fonctionnement du pays, mais aussi au niveau des ministères. Eh bien, je termine. Eh bien, ceci démontre bien sûr l'engagement fort de l'État en acceptant de valider, de financer ce projet. Ceci démontre l'engagement fort de l'État en faveur d'une administration modernisée au service de sa population. Donc, là, maintenant, je n'ai qu'à vous remercier
pour votre attention. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça. Une priorité, il a bien dit que ce projet est une priorité nationale. Ça, c'est important, hein? Une priorité nationale. Et parmi les projets initiés par le ministre des Affaires sociales et du Travail à son arrivée à la tête du ministère, il y a l'un des projets qu'ils ont initialement lancé, c'est le projet de stage obligatoire pour les jeunes universitaires et professionnels issus des centres professionnels et universitaires du pays. Ce projet vise à toucher environ 40 000 jeunes à travers tout le pays. Ça, sans bail, nous doit applaudir. Hein? 40 000 jeunes ont une possibilité pour faire stage, sans bail extrêmement important. Et c'est à travers le dispositif ça que les services publics de l'emploi que ça va passer, les outils technologiques ça. Mais même si tu projet ça, c'est parce que gagner en ligne qui est extrêmement important. La mise en place projet ça, c'est le directeur de la main-d'œuvre qui s'est battu avec le ministre qui investit assez pour rendre que le projet ça, c'est des projets qui est capable d'arriver concrétiser. Sous base ça, m'a demandé nous, un applaudissement chaleureux pour nous recevoir, directeur de la main-d'œuvre là, M. Guy Aurel André, dans l'intervention. Merci. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le secrétaire d'État du BCEP, Madame la directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail, Madame la directrice générale de l'IBES, Monsieur le directeur général de l'ONA, Monsieur le directeur général de l'EPPLS, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices, coordonnateurs, coordonnatrices du ministère des Affaires sociales et du Travail, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices des centres de formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Ce matin, je suis très ému et très content à la fois d'être parmi vous, avec vous, pour encore une fois lancer un nouveau projet. Mais juste avant, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de prendre un petit temps pour remercier le ministre des Affaires sociales et du Travail pour son engagement, pour son leadership. Et c'est ce qui arrivera de mieux à notre administration quand un directeur technique devenu ministre, Premier ministre, ça nous aidera en tant que cadre à mieux faire notre travail. Parce que à un certain moment de la durée, il a été à notre place, il connaît les routines, il connaît le schéma de travail auquel nous sommes confrontés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes à plusieurs reprises en train d'initier de nouveaux projets. Je crois que vous êtes si nombreux, tous ceux qui ont été présents la dernière fois, nous avons été à présenter la plateforme d'intermédiation du travail. Nous avons présenté ce projet, nous avons également présenté un projet pilote
permettant à des jeunes d'effectuer des stages en entreprise. Encore, nous sommes là pour présenter le projet de mise en œuvre, ce projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles des centres de formation professionnelle et à l'amélioration de l'enseignement technique. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, croit opportun d'initier dans une démarche permettant à créer, ou du moins à faciliter la création d'une banque de données de cadres de main-d'œuvre compétents, qualifiés. Pour avoir une main-d'œuvre compétente et qualifiée, donc il faut d'abord se lancer dans la formation. Pour se lancer directement dans la formation, il faut moderniser, restructurer, renforcer les structures techniques qui ont la responsabilité d'organiser ces formations. Vous avez été témoin lors de la présentation de M. Constant que ce projet vise le renforcement de plusieurs services logés à la direction de la main-d'œuvre. D'abord le service de la formation professionnelle et le service de l'orientation professionnelle. Donc, actuellement là, nous sommes en train de réaliser ce travail avec beaucoup de difficultés. Nos démarches opérationnelles sont désuètes, obsolètes. Nous voici dans un chantier qui va nous permettre de moderniser nos démarches opérationnelles, moderniser les procédures et les processus. Nous sommes aussi là pour renforcer les différents centres de formation technique et professionnelle. Nous savons pertinemment bien avec quelles difficultés les centres réalisent la formation des jeunes. Et à travers les visites d'inspection réalisées par nos différents services à la direction de la main-d'œuvre, nous avons constaté les problèmes. Et les réponses que nous voulons apporter à ces différents problèmes, ce sont des réponses durables. C'est la raison pour laquelle ce projet qui durera 4 ans va nous permettre de faire le ciblage de près de 5000 bénéficiaires, 5000 jeunes formés, 5000 jeunes intégrés dans notre base de données et 100 centres de formation. Alors 100, le chiffre 100. Nous avons 100, plus de 100, environ 110, 120 centres de formation professionnelle encadrés, restructurés et renforcés. Nous allons également orienter les jeunes dans une démarche qui leur permettra de créer leur propre entreprise. C'est ce qu'on appelle la création de micro-entreprises. C'est pratiquement l'un des problèmes auxquels le pays confronte actuellement. Il n'y a pas vraiment d'initiative collective de jeunes pour pouvoir créer d'entreprises. Par exemple, si vous êtes chef de cuisine, ou du moins vous êtes quelqu'un qui apprend la plomberie, donc vous pouvez vous mettre avec les autres jeunes pour pouvoir créer une entreprise ouvrant dans ce domaine-là.
Donc c'est ce que nous sommes en train d'encourager. Nous sommes en train d'encourager les jeunes à prendre des initiatives pour créer leur propre entreprise, leur propre activité génératrice de revenus. Donc, je voulais profiter de cette occasion pour informer les responsables, ou les directeurs et les directrices des centres de formation professionnelle que grâce à cette période de projets que le ministère des Affaires sociales et du Travail est en train d'exécuter, nous aurons plus d'opportunités pour pouvoir encadrer et réorganiser, améliorer l'enseignement de la formation professionnelle et technique. Pour les services que nous sommes appelés à fournir, comme la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle, l'organisation des épreuves officielles d'examen, etc. Donc, comme vous pouvez constater, il y a pas mal d'améliorations et il y a d'autres cas d'amélioration qui vont venir. Donc, on va essayer dans la mesure du possible d'impliquer tous les acteurs du système de la formation professionnelle. Le corps des superviseurs et examinateurs, élaborateurs, etc. Donc nous avons également des formations pour les enseignants. Nous allons aussi revoir les outils, les infrastructures d'enseignement, les infrastructures d'opération sont parfois désuètes. On veut moderniser ça. On espère puisque nous sommes dans la première année d'exécution du projet, et que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de lancer ce projet. Donc je vois qu'il nous reste pas mal de chemin à parcourir, il y a pas mal de pas à franchir. Donc nous allons faire d'abord le ciblage des centres de formation professionnelle, passer en revue les différents problèmes auxquels les centres confrontent, les centres qui étaient obligés de se déplacer à cause de la situation du pays. On va voir tout ça et dans la deuxième tranche, dans la deuxième année d'exécution du projet, donc on va entrer plein pied dans l'appui au centre de formation professionnelle. Je dois aussi remercier tous les acteurs qui nous ont accompagnés et pour arriver là où nous sommes avec nos différents projets, avec nos différentes activités. Je dois aussi remercier tous les cadres de la direction de la main-d'œuvre, et sans qui nous ne serons pas là. Mes remerciements spéciaux à la directrice générale du MAS. Elle est toujours disponible pour nous aider, pour nous accompagner, pour fournir les services. Merci également à vous qui étiez présents à cette activité. Merci beaucoup. À présent, vous allez prendre la position verticale parce qu'on va directement recevoir le ministre des Affaires sociales et du Travail,